BX1+, l'invité de Fabrice Grosfilet. Et notre invité, c'est François De Smet, député à la Chambre pour Défi et désormais également candidat à la présidence de Défi, candidat donc à la succession d'Olivier Minguin. Un mot sur le choix musical. Marc Moulin. Oui. Petit retour en arrière, nostalgie? Oui, parce que je trouve qu'il nous manque, Marc Moulin. On vit une époque catastrophique remplie de crises. Et Marc Moulin, pour ceux qui s'en souviennent, c'était à la fois un homme de radio, un auteur, un musicien qui avait toujours un regard acéré sur l'actualité. Et il m'arrive de me demander ce qu'il dirait de notre époque aujourd'hui, ces gens de personnalités fortes qui nous manquent. Oui, donc c'était un chroniqueur aussi dans beaucoup d'émissions. Exactement. À la RTBF. Et comme à la radio, ça tombait bien pour passer à BX1 et BX1+. BX1+, c'est la web radio de BX1. On va parler dans un instant de votre candidature à la présidence de Défi, mais d'abord l'actualité immédiate. Elio Di Rupo, Yann Janbonne, qui se rencontrent en tant que ministre-président, l'un de la région wallonne, l'autre de la région flamande. C'est un signe de dégel entre le PS et la NVA, ou c'est une extrapolation de journalistes? Si j'ai bien lu, ils ont parlé de beaucoup de choses, sauf de la formation du gouvernement fédéral. Ce sont deux ministres-présidents qui font apparemment leur travail. J'espère qu'ils se rappelleront qu'il y a aussi un ministre-président bruxellois et un autre germanophone. Je crois que ça ne nous dit pas grand-chose sur l'état d'avancement des négociations. Nous avons pour l'instant un duo de préformateurs qui continue le travail fait par les informateurs royaux, c'est-à-dire tester une coalition qui n'a pour l'instant rien donné. Je continue à être très sceptique et pour l'instant, on peut être surpris, mais je ne vois pas le PS rejoindre le club très fermé des partis francophones acceptant de gouverner avec la NVA. Donc club très fermé, ça veut dire que vous faites une allusion au seul mouvement réformateur? Bah oui, qui s'est tout de même fortement isolé sur le sujet pendant 5 ans. Alors je comprends qu'on essaye, la NVA reste le premier parti en Flandre, c'est tout à fait logique, mais là ça fait 4 ou 5 mois, il y a d'autres formules possibles et on ne les essaye même pas, c'est peut-être un peu dommage. Ouais, mais on n'a pas besoin d'un gouvernement fédéral de manière un peu urgente maintenant, avec des reproches qui viennent de la Commission européenne sur un dérapage budgétaire annoncé et la perspective d'un Brexit avec ou sans accord, mais qui risque quand même d'avoir des répercussions pour un certain nombre de grandes entreprises en Belgique? Je ne vous fais pas dire, mais raison de plus pour ne pas se limiter à essayer une seule formule, et c'est ce qu'on fait de manière un peu comme un métronome, et de manière obsessionnelle. Il y a des arcs-en-ciel avec ou sans CDNV, il y a plein d'autres possibilités que de gouverner absolument avec la NVA. Mais ça, il faut que le Palais Royal le décide, il faut qu'il nomme un autre informateur ou un autre formateur en indiquant que ce n'est pas forcément avec la NVA. Bien sûr, mais comme vous savez, le Palais Royal ne fait que suivre le tempo que les partis lui indiquent. La vraie clé, elle se trouve au CDNV et au VLD. À voir quand est-ce que ces deux partis vont comprendre que la NVA essaye de les détruire et qu'il vaut mieux essayer de gouverner sans elle qu'avec elle en étant constamment soumis. Pourquoi est-ce que vous décidez d'être candidat à la présidence de Défi? Sincèrement, il y a 2 mois, j'y pensais pas du tout. J'ai reçu un certain nombre de sollicitations et d'un petit peu partout. Oui, bien sûr, de mandataires, mais aussi de la base, de militants wallons, bruxellois. Alors j'ai commencé à discuter, à consulter, à voir si je pouvais arriver à rassembler éventuellement une majorité autour d'un projet. Et je me suis convaincu, j'ai beaucoup consulté, mais je décide à la fin seul évidemment, qu'il y avait moyen de rassembler autour d'un projet et que mon profil, personne n'est meilleur qu'un autre, mais que mon profil dans ce moment-ci de l'histoire de Défi pouvait peut-être être utile au minimum. C'est quoi votre pour profil, François De Smet? C'est quelqu'un qui vient de la société civile, qui il y a 1 an n'était pas membre de Défi? Oui, ça peut aider, mais qui a quand même une fibre politique. On se connaît depuis un moment. Vous savez que j'ai valdingué dans une série d'endroits. J'ai aussi travaillé dans un cabinet. J'ai une expérience politique. Vous avez travaillé avec Didier Reynders, donc plutôt du côté du mouvement réformateur. Avec Hervé Asquin et un tout petit peu avec Didier Reynders, c'est vrai. Mais c'était une autre époque et c'était un autre MR. Et après, j'ai fait en effet de la société civile, principalement comme directeur de MIRIA, le Centre fédéral migration, qui est en partie une expérience politique, puisque gouverner ce MIRIA pendant la crise migratoire et avec Théo Franken était très formateur. Voilà, et en effet, Défi, alors comme tous les autres partis, tous les autres partis sont en train de se réinventer, Défi doit faire ce travail aussi. Et je crois que dans son ouverture à la société civile et dans l'idée d'embrasser plus de sujets de société, ne pas rester cantonné à ces quelques bastions, parce que Défi existe surtout sur quelques communes, il faut absolument ouvrir les fenêtres, s'étendre, trouver d'autres profils et devenir un parti complètement généraliste. Ouais. Vous n'avez pas un petit peu le vertige? Pourquoi ? Parce qu'il y a 6 mois, vous entrez en campagne, et 6 mois après, on vous pronostique, en tout cas, un candidat très sérieux pour la présidence de Défi. Ça va quand même très vite, non ? Ça anime les jours et les nuits. D'abord, j'ai les pieds sur terre. Je suis psychologiquement préparé ou à gagner ou à perdre. Je suis un candidat parmi d'autres, donc c'est pas du tout fait. Et en attendant, j'ai envie d'animer la démocratie interne de mon parti. Ouais, donc il y a 4 candidats. Jean-Claude Kremer, qui vient de Bastogne, Julie Leclerc, qui vient d'Angy, et puis Christophe Magdalens, qui est donc député bruxellois, qui lui vient d'Oderghem. Le fait qu'il y ait 2 Wallons dans les 4 candidats... Et une femme. Ça indique que la Wallonie reste un enjeu pour Défi ?
Ça serait pour vous si vous devenez président ? Complètement. Je crois que l'autre candidat bruxellois vous dirait d'ailleurs la même chose. On n'aura peut-être pas d'accord sur la méthode, mais sur le fait que la Wallonie est notre... D'abord, c'est le seul endroit où Défi a progressé aux dernières élections. Oui, mais vous n'avez toujours aucun élu en Wallonie. Oui, vous regardez le verre à moitié vide. Est-ce que c'est quand même pas l'échec de la présidence d'Olivier Minguin qui en avait fait un objectif et que cet objectif n'est pas atteint ? Je suis là pour apporter le verre à moitié plein, qui est de vous dire qu'on est à 4, quelque chose, que le cap des 5% est complètement franchissable. Oui, mais pas de député wallon, pas de député à la Chambre. C'est vrai, mais quand on considère qu'on part de zéro, on voit qu'on n'est vraiment pas loin. Il faut redoubler d'efforts. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques ajustements à faire en Wallonie, en valorisation de personnalité wallonne, mais on est vraiment très peu loin. Et il y a une attente en Wallonie singulièrement. Figurez-vous que c'est 40% de nos membres aujourd'hui. Ça veut quand même dire quelque chose. Oui, mais donc ça veut dire que si vous décrochiez un élu en Wallonie ou quelques élus en Wallonie, ça changerait tout pour la vie de Défi. Ça ferait de vous un parti qui pourrait peser au niveau wallon, donc au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles et peut-être même au niveau fédéral. C'est ça qui vous manque aujourd'hui ? Au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est vrai qu'avec un ou deux élus wallons en plus, toute histoire aurait pu être différente. Avec quelques élus wallons au Parlement de Wallonie, l'histoire aurait été différente et nous aurions peut-être pu même avoir, pourquoi pas, un groupe à la Chambre. Donc oui, on peut devenir un parti beaucoup plus important. On a une marge de manœuvre importante devant nous, j'en suis convaincu. 2 députés à la Chambre, donc vous et Sophie Rehoni. Si vous devenez président de parti, vous restez député à la Chambre ? Oui, parce que chez Défi, et Olivier Minguin a fait la même chose, c'est le seul cumul que nous acceptons. D'abord, c'est pas un cumul financier, il faut le rappeler, le job de président de parti est bénévole. Deuxièmement, c'est un cumul, je sais qu'il peut parfois poser question parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, mais il est adapté à notre taille. Ça reste un parti encore relativement modeste, et je me rends compte en étant dans les travées de la Chambre aujourd'hui, c'est un endroit où vous faites en partie vous pouvez en partie faire le job de président. C'est là que vous côtoyez aussi les autres groupes, vous avez une tribune parlementaire, c'est une économie d'échelle qui, à mon avis, dans ce cas-ci, est justifiée, comme elle le serait, je le dis aussi, si Christophe Magdalens devenait également président comme député régional, ça ne me choquerait pas non plus. Ouais, c'est très à la mode de dire qu'on est à la tête d'une équipe. Qui est dans l'équipe de François De Smet s'il devient président ? Écoutez, des tas de gens qui se dévoileront, je pense, petit à petit, s'ils le souhaitent. Vous allez faire une candidature à la Georges-Louis Boucher, on aura un soutien par jour ? Non, c'est pas mon genre de suivre Georges-Louis Boucher là-dessus, même si j'ai une certaine admiration pour son talent politique, sans adhérer du tout au fond de ce qu'il dit. Non, je crois qu'on doit essayer de rassembler. Il va y avoir des débats, il va y avoir une démocratie interne assez vivace. Je pense qu'on va trouver un bon juste milieu entre Écolo et le PS, où il n'y avait aucun suspense, aucun débat, et OMR, où ils sont en train de s'entretuer. Nous, on peut offrir, je crois, une démocratie interne de qualité. Ouais. Le vote, c'est le 1er décembre. Oui. C'est un congrès, c'est-à-dire qu'il faut se déplacer. On ne veut pas de vote par correspondance à Défi. Alors, il y a une tradition qui consiste à en effet se déplacer et à rendre le déplacement aussi facile que possible. Ça a été un choix fait pour des considérations à la fois pratiques et de taille. Encore une fois, nous ne sommes pas le MR, nous ne sommes pas le PS, donc ce n'est pas le même enjeu de faire déplacer quelques milliers ou quelques centaines de personnes que de faire un vote par correspondance. Ce n'est pas du tout une défiance vis-à-vis du vote par correspondance. Oui, une toute dernière question. Vous avez rendu votre candidature publique, c'était jeudi dernier. C'était à la veille d'une conférence de presse de Didier Gauzin. Finalement, il n'y a pas eu de conférence de presse de Didier Gauzin, il y a eu seulement un communiqué de presse. C'était une manière de vous affranchir du choix qu'il s'apprêtait à poser et de dire que vous étiez candidat quoi que Didier Gauzin fasse ? Peut-être, oui. Alors j'étais moi-même, comme les autres candidats, dans un certain attentisme. On a tous un petit peu attendu de savoir ce que Didier Gauzin faisait. Et puis j'ai fini par me dire, mais au fond, c'est ridicule. Soit on a un projet, soit on n'en a pas. Si Didier Gauzin y va, très bien, je le défendrai contre lui, même si on a beaucoup d'accords sur d'autres choses. Et s'il y va, je me défendrai contre lui. Et s'il n'y va pas, ce sera une autre campagne. Mais oui, c'est une question de s'affranchir. Ou à un moment où on a un projet, on y va, ou bien on y va. On n'a pas de projet et on s'abstient. Ouais, vous êtes déjà parlé avec Christophe Magdalens depuis que vous avez annoncé votre candidature et lui la sienne ? Nous avons échangé des SMS. Je lui ai annoncé que j'allais me présenter la veille et on doit aller déjeuner ensemble puisque de toute façon, je pense que nous ferons partie l'un et l'autre de l'avenir de Défi. BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est François De Smet, député à la Chambre et candidat à la présidence de Défi. L'avortement, on en parle donc en commission justice aujourd'hui. Alors, vous ne siégez pas en commission justice, c'est Sophie Rehoni qui y siège en tant qu'observatrice, elle n'a pas le droit de vote. Mais Défi est favorable à l'idée qu'il faut aller plus loin dans la dépénalisation ? Oui, on n'a pas le droit de vote, mais on a pu déposer une proposition de loi comme d'autres. Nous souhaitons en effet, nous aussi, terminer le travail de dépénalisation. Nous souhaitons allonger le travail de le délai possible de 12 à 18 semaines, qu'il n'y ait plus de sanctions ni pour les médecins ni pour les femmes concernées. Ça nous distingue par exemple d'Écolo, et qu'on mette fin à ce délai de réflexion qui est un petit peu infantilisant tout de même pour les femmes concernées, de 6 jours à 2 jours, ce qui est un temps de réflexion. Vous dites qu'on n'a pas le droit de vote, c'est vrai, mais on a le droit de vote en plénière, et si vous additionnez tous les partis qui sont sortis, qui sont favorables là-dessus, vous êtes à 76 voix sur 150, comme ça, vous voyez que 2 voix, ça peut parfois
tout changer. Oui, donc il faut 76, voilà, c'est 75 plus une voix, la majorité à la Chambre, donc les voix de défi pour l'instant sont nécessaires. Maintenant, il n'est pas exclu que des membres du MR, voire peut-être même du CDH, Vanessa Matz a envisagé qu'elle puisse se rallier à cette proposition. Je voudrais profiter de votre micro pour appeler le MR, ce grand parti libéral, mais qui a quelques relents conservateurs, à faire le pas d'arrêter de se réfugier autour de cette notion de liberté des mandataires sur les matières éthiques et de faire ce qu'à mon avis un parti libéral devrait faire, c'est-à-dire voter avec tous des partis progressistes sur les matières éthiques pour permettre ces dépénalisations totales. Ouais, vous êtes un peu taquin là, c'est une petite flèche envers vos anciens camarades de route. Un petit peu parce que je suis avec attention ce bel exercice de démocratie interne, sans ironie ceci dit, qu'est la course à la présidence du MR. Je vois 5 candidats qui se déclarent plus libéraux les uns que les autres, comme s'il n'y avait aucun conservateur dans cette assemblée. Et en fait, il y a des relents conservateurs au mouvement réformateur. Depuis 20 ans, surtout les dossiers sociétaux, et on l'oublie, c'était aussi le cas sur le mariage homosexuel et sur d'autres choses, il y a cette liberté de vote et il y a des votes divisés. Je trouve ça dommage. Les autres partis font autrement. Chez nous, on a fait un programme électoral que les candidats s'engagent à observer. S'ils ont un souci de conscience, c'est à ce moment-là qu'il faut l'examiner et ne pas aller au combat. Et après, une fois qu'on en a les possibilités, on applique le programme au Parlement. Et à mon avis, le MR, qui a quand même un front libéral fort, se grandirait en rejoignant les autres partis concernés, dont l'Open VLD, faut-il le rappeler. Alors, il nous reste 2 minutes. On va débriefer un petit peu ce qu'on a entendu dans le journal. Anderlecht, quand on appelle les riverains, les témoins potentiels, les voisins d'un dépôt clandestin, à faire part aux autorités communales ou aux services de la propreté de la commune de ce qu'on a pu voir pour essayer d'identifier l'auteur du dépôt clandestin. C'est une bonne ou c'est une mauvaise idée ? Je comprends que ça divise, parce que le mot délation renvoie, on ne va pas faire un point Godwin, mais ça renvoie très vite à des heures très sombres. Le problème, c'est que si on a connaissance d'un délit grave, si on sait que votre voisin fait du mal à ses enfants ou à son épouse, là, il y a un niveau de valeur, je crois, chez tout être humain il y a des choses qui méritent délation et peut-être d'autres pas. On ne va pas dénoncer notre voisin. Bon. Et ici, le dépôt clandestin, je suis partagé parce que objectivement, c'est une vraie nuisance. Dans tous nos quartiers, on voit que de plus en plus de gens sont sans gêne. Alors, je ne sais pas quel est le problème. On essaye tout dans une série de quartiers comme au niveau préventif. Peut-être qu'il faut passer à un niveau répressif un petit peu plus fort. Mais je suis partagé parce que je comprends que le concept de délation soit peut-être pas le plus adapté. Si on ne fait pas de délation, alors il faut plus de contrôle pour prendre des gens sur le fait. Ouais. Les drones utilisés par la région bruxelloise au bénéfice de la police fédérale notamment, bonne idée, ça marche bien ? Oui, ça a l'air de fonctionner. Il y a d'autres applications possibles. Il y a la police, il y a les pompiers. Là, les nouvelles technologies sont purement utilisées à bon escient, me semble-t-il. Je reste un instant sur la police à Bruxelles. Extinction Rebellion, l'action de la police, elle vous a choqué ou elle vous a paru proportionnée ? Il y a des images qui posent question. J'ai entendu les justifications de la police qui me semblent cohérentes. Il y a une enquête en cours. Ce qu'il y a, c'est que vous avez un mouvement qui teste la ligne exprès, qui teste la zone grise de l'autorité visant à être défiée. Et en même temps, quand vous interrompez des lignes de tram qui sont pourtant le moyen le plus écologique pour se déplacer d'un endroit à l'autre, il y a question... Moi, il me semble qu'on est parfois un peu sévère avec les autorités publiques. On fait tout de même beaucoup de choses. L'accord de région bruxelloise veut isoler tous les bâtiments publics et privés. Il ne suffit pas toujours d'appuyer sur un bouton, c'est pas aussi simple que ça. Merci François De Smet d'avoir été l'invité de BX1 ce midi.